Donc souvent, en tant qu'enseignant, on vous apprend comment enseigner. Et là, l'idée, c'est d'aller regarder ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire qu'est-ce que l'élève apprend. Donc on se focalise sur l'activité élève, pas sur ce que nous on met en place, mais ce que l'élève met en place. Donc, l'apprentissage, je vais définir ça, il y a le savoir. Alors, c'est avec un grand S, c'est toutes les choses que vous devez passer aux élèves. Et ces choses-là, elles doivent rentrer dans le cerveau. Et c'est ça que j'appelle l'apprentissage. Avec un petit point sur la SVT, la physique, le PS, où il y a aussi des choses qui doivent rentrer dans le corps, mais les schémas corporels sont aussi stockés dans le cerveau. En fait, c'est le cerveau qui décide de comment est-ce qu'on fait bouger les muscles. Du coup, la bonne question, c'est, OK, qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau des élèves? Eh ben, dans le cerveau des élèves, il n'y a pas grand-chose. Il y a qu'une seule, Il y a quoi dans le cerveau des élèves? Des neurones. Hein? Là, on prend back to basic. Donc là, je fais attention parce qu'il y a des neurones avec des axones et des dendrites. Donc là, qui sont accrochés les uns aux autres par ce qu'on appelle des synapses. Donc les neurones sont accrochés par ils sont pas accrochés justement. Mais ensemble, ils sont interconnectés. Il y a des synapses. Je prends le cerveau d'un élève avant le cours. Je lui fais un cours, je regarde son cerveau grâce à de l'imagerie. Quelle va être la différence avant-après, physiquement, physiologiquement? Les chemins? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que apprendre, ça va permettre de créer des nouvelles synapses. Donc le nombre de neurones ne change pas, même il a tendance à diminuer. Plus on apprend, plus ça diminue. Mais c'est les synapses qui sont créées. Donc en fait, on peut voir les savoirs, les choses qu'on met comme des chemins de synapses et de choses comme ça. Et on va voir que cette analogie de chemin, elle va être facile à... On va la garder un peu tout du long parce qu'elle va bien fonctionner. Donc il y a vraiment quelque chose de physiologique qui se passe quand on apprend. Hein. C'est pas juste quelque chose d'ésotérique. Quand on regarde les cerveaux, il y a des expériences qui ont été faites par exemple sur les chauffeurs de taxi qui devaient apprendre, chauffeurs de taxi de Londres, ils doivent apprendre par cœur la carte de Londres. Et on voit que quand on fait un avant-après, on voit que la matière grise est plus concentrée. Donc il y a vraiment une modification physique du cerveau quand on apprend. Et dans le cerveau, ces synapses, etc., permettent de faire ce qu'on appelle la mémoire. Et ça, c'est hyper important. Dans le cerveau, il n'y a que de la mémoire. Il n'y a pas de neurones du raisonnement, de neurones des compétences, des neurones du savoir-être, je sais pas, etc. Donc en fait, tout ce que le cerveau est capable de faire ne fonctionne que sur de la mémoire. La mémoire, elle est de deux types. Il y a la mémoire de travail. Vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, hein. Et la mémoire à long terme. Les deux mémoires ont le même nom, mais c'est vraiment deux choses très différentes dans le cerveau. La mémoire de travail, on va commencer par ça, parce que souvent les enfants, c'est hyper important, c'est une sorte de table sur laquelle il y a un nombre de cases. Il y en a entre 3 et 7. Et ce nombre, il est décidé à la naissance. Vous êtes peut-être né avec 3, vous êtes peut-être né avec 7. Là, on est dans l'ordre de l'inné. Quel que soit. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, en tant qu'enseignant, on ne peut pas toucher. Si vous avez des élèves à 3, ils vont rester à 3. Si vous avez des élèves à 7, ils vont rester à 7. Sur ces cases-là, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre ce qui vient de nos sens. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça fait des fonctionnements différents, mais au final, on peut être tout aussi intelligent avec 3 cases qu'avec 7. Non, ça c'est un neuromythe. Tu peux complètement oublier la notion d'intelligence multiple. Si tu vas faire un bilan neuropsy, on te donnera ton nombre de cases. Ce qui te donnera une indication, mais comme c'est pas directement lié à l'intelligence, ça te donnera ton nombre de cases, tu sais. Mais globalement, on le sait, il y en a pas beaucoup des nombres de cases. Quand on vous donne un numéro de téléphone, vous voyez bien que le numéro de téléphone, on peut pas le stocker entièrement. Là, du coup, on est obligé de faire des associations. On fait pas 8, 3, 1, 7, on fait 83, 17. Ce qui permet de réduire le nombre de cases qu'on utilise
et qui permet de pouvoir mettre les choses sur la table. Et vous voyez que la table, elle est nettoyée très très souvent. Il y a un balai qui passe très très souvent pour nettoyer ce qui n'est pas utilisé. C'est pour ça que si je vous donne une liste de courses à retenir, on va se le répéter. Ça vous est déjà arrivé de vous répéter les choses pour être sûr que ça reste. D'accord? On les remet pour dire, bah, non, ça, j'en ai besoin pour l'instant. Et puis, dès qu'on en a plus besoin, ça disparaît. Comme la place est extrêmement limitée là-dessus, le cerveau, il fait bien attention à ce que ce soit le plus ouvert possible. Donc, c'est ce que j'ai dit. Là, il y a les choses qui viennent du sens et il y a les choses qui viennent de la mémoire à long terme. Et ce qui utilise une place, ça, c'est ce qu'on appelle un chunk. D'accord? Un chunk, c'est ce qui prend une place. Et là où ça va, là où nous, en tant qu'enseignants, on peut jouer, c'est que ce qui compte, finalement, c'est pas tant que ça le nombre de cases, c'est le nombre de choses qu'on peut mettre sur la table. Si j'ai que trois places, mais que je peux mettre des grosses choses dessus, ben, je vais être plus intelligent que quelqu'un qui a une grande table, mais qui peut mettre des petites choses dessus. Donc, cette notion de chunk, elle est fondamentale en apprentissage. Le but de l'apprentissage, c'est d'augmenter la taille de ces chunks. La chunk, c'est ce qui vient de la mémoire à long terme. Ça, c'est de l'acquis. Ça, c'est de l'acquis. Exactement. Donc, la mémoire à long terme, je le dessine comme ça. Là, il y a des choses qu'on retient quelques minutes. Et il y a des choses qu'on retient toute la vie. Comment les choses rentrent dans la mémoire à long terme? Bah, elles arrivent par les sens, d'accord? La seule porte d'entrée vers le cerveau, c'est les sens. Et il y a aussi une autre qui est l'attention. Il faut non seulement le percevoir, et il faut aussi que le cerveau le voit, le conscientise, tout à fait. Sinon, bah, ça apparaît pas sur la table. Quand les choses, donc par exemple, quand on apprend à conduire, on arrive sur un feu rouge, eh ben on va voir que on voit le feu rouge. Et donc on se dit bah tiens, il faut que j'appuie sur la pédale de frein, il faut que j'appuie sur l'embrayage, il faut que frein, embrayage, il faut que je fasse le levier de vitesse, il faut que je regarde le coup d'œil dans le rétro pour vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui me colle trop. Vous vous rappelez? Il faut faire tout ça en fait quand on voit un feu rouge. Et mais pour ça, il faut voir, je sais pas si bon, faut voir le feu rouge. Si vous voyez pas le feu rouge, vous passez. Si un autre exemple plus simple, quand vous étiez dans les petites classes, on vous apprenait à compter, ben on vous donnait 1. Même avant ça, on vous disait, vous vous rappelez, on fait ça en maternelle, il y a le chunk 2, et on va dessiner 2 objets, 2 fleurs, 2. On va mettre tout ça à chaque fois. On met ça ensemble en mémoire de travail. À chaque fois que quelque chose est en mémoire de travail, il y a une frontière entre les deux, là, entre la mémoire de travail et la mémoire à long terme, qui est poreuse. Il y a une partie des choses qui sont là, qui vont aller là. Donc ça, c'est à la fois inné, à la fois acquis. Bien sûr, on peut avoir peu de cases et quelque chose de très qui passe très bien, et du coup, ça va nous rendre plus efficaces comme apprenants. Ça dépend de quoi? Donc ça dépend bien sûr. Il y a une notion de dîner, mais il y a surtout une notion de sommeil. D'accord? Quand on est reposé, cette barrière s'ouvre. De même, quand on manque de sommeil, non seulement cette barrière se ferme, mais en plus le nombre de cases diminue. Ça va dépendre du stress. Quand on est stressé, la barrière se ferme. Et le nombre de cases, alors le nombre de cases sur le stress, ça peut changer, mais disons qu'il y a une partie des cases qui sont occupées à gérer le stress. Donc, ce qui est utile quand il y a un lion qui vous arrive dessus, ce qui est moins utile quand c'est une interro d'anglais. Ça va dépendre de l'activité physique. C'est-à-dire que faire du sport, ça rend intelligent, comme je dis à mes élèves. D'accord? Si vous faites du sport régulièrement, au fur et à mesure de faire du sport, eh ben, cette barrière va s'ouvrir. Et elle est liée aussi aux émotions. C'est pour ça que, même si c'est difficile à entendre pour certains,
l'acte d'enseigner, mais vous l'avez dit, c'est quelque chose de très affectif. D'accord? En jouant sur affectif, on joue cette barrière parce qu'on associe des émotions. D'accord? Et quand on associe des émotions positives, etc., la barrière va plus s'ouvrir. Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre l'aspect émotionnel de l'enfant. Si on le force à être là en classe, etc., qu'on ferme cette barrière, on peut mettre ce qu'on veut en mémoire de travail, on peut le faire travailler sur ce qu'on veut, rien ne restera sur le long terme. Donc, quand j'ai quelque chose en mémoire de travail, hop, ça rentre en mémoire à long terme. Mais des fois, ça va, et donc à chaque fois que je vais le faire revenir en mémoire de travail, quand ça va revenir plus loin. Et vous voyez, on a une sorte de spirale qui se crée comme ça. Et au fur et à mesure qu'on fait venir les choses en mémoire à long terme, qu'on les fait revenir en mémoire de travail, on les ancre. Ça, c'est de l'ancrage, en fait. Plus je les fais revenir, plus je vais les retenir longtemps. C'est l'idée à la pédagogie spirale. C'est de les faire revenir pour que du coup, ça s'ancre plus loin dans la mémoire à long terme. Donc, si je le fais revenir trop tôt, ça sert à rien parce qu'on s'en souvient déjà. Si je le fais revenir trop tard, c'est pas très efficace parce que du coup, il faut que j'aille rechercher mon cours et en fait, c'est comme si je le voyais pour la première fois. Le moment où c'est le plus efficace, c'est le moment où on est là. Attends, je sais que je le sais, je vais le retrouver. D'accord? Vous voyez, c'est ce moment où on essaye de chercher. Ça, c'est le sweet spot. C'est l'endroit où on va pouvoir vraiment aller, où la mémorisation, l'ancrage se fait le mieux. C'est-à-dire que là, ça se décale bien sur la droite. Il faut que cet ancrage, pour qu'il fonctionne, donc l'ancrage, il faut qu'il soit donc espacé. C'est-à-dire qu'il faut c'est ce qu'on a dit, il faut se remémorer à d'abord plusieurs heures, puis plusieurs jours, puis plusieurs semaines, puis plusieurs mois. D'accord? Chose qu'on fait pas forcément, nous, dans le secondaire de l'année. Quand on a fini un truc, on l'a fini. Du coup, il n'y a plus d'ancrage. Et idéalement, et ça marche mieux plutôt, quand il est diversifié. C'est parce que le cerveau apprend plus des différences que des points communs. Le cerveau, il fonctionne par comparaison. Et en fait, c'est plus simple pour lui d'apprendre des différences que des points communs. Exemple. On prend 2 groupes d'étudiants et on veut leur faire identifier des peintures avec un peintre. Donc, ils ont une dizaine de peintres et l'idée, c'est qu'à terme, on leur donne une peinture et ils donnent le peintre. Premier groupe, ils ont 10 séances. Premier groupe, premier peintre, toutes les peintures du premier peintre. Deuxième groupe, deuxième peintre, toutes les peintures du deuxième peintre. Enfin, troisième séance, pardon, toutes les peintures, etc. Donc, un peintre par séance. Le deuxième groupe, on leur fait première séance, les 10 peintres. Deuxième séance, les 10 peintres. Et ben, ce qu'on va voir, c'est que, globalement, à la fin, juste avant de les évaluer, on leur dit, comment t'as aimé ta formation? Ceux qui ont vu un peintre, puis un autre vont dire, mais c'est trop bien, j'ai bien compris, j'ai bien suivi. Ils vont être contents de leur formation. Ceux qui ont vu les 10, puis toujours les 10, ils avaient l'impression d'être complètement perdus. On dit, moi, j'ai rien compris à cette formation, j'étais complètement perdu, etc. Deuxième étape, on les évalue. On leur donne un tableau et on leur demande de trouver le peintre. Donc là, vous le sentez bien. Les élèves qui ont fait en diversifié, c'est-à-dire qu'ils ont vu les 10 peintres tout le temps, ont de bien meilleurs résultats que les autres. Quand je dis bien meilleur, c'est bien meilleur. On est sur des résultats très robustes en sciences cognitives. D'accord? Donc, et voilà, probablement, l'hypothèse, c'est que, du coup, comme le cerveau, il est tout le temps en train de créer des synapses, ça lui prend du glucose, et du coup, il envoie ce sentiment de, ça me plaît pas, pour dire, attention, là, tu me demandes trop d'énergie, du coup, arrête-toi. Donc, il y a cette notion des fois, on apprend, et le cerveau, il aime pas qu'on apprenne. Donc, des fois, il envoie ce signal de, je suis perdu, j'y arrive pas. Donc là, il y a une première difficulté, c'est si vos élèves vous disent, ça va, je comprends bien, je suis bien, petit signal, il y a un problème. Ça veut dire que probablement, du coup, tu n'apprends pas comme tu pourrais apprendre. Si les élèves vous disent, je suis perdu, madame, j'y arrive pas, c'est plutôt un bon signe. Après, il faut attendre l'évaluation pour voir si... Oui, c'est ça, parce que du coup, le cerveau est toujours en train d'essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. Du coup, il est toujours en train de créer des synapses. Du coup, c'est coûteux
en énergie, du coup, il envoie un signal qu'il faut s'arrêter, quoi. Alors que si, enfin, le but du cerveau, c'est aussi de faire attention au glucose, hein. D'accord? Il veut pas être trop, enfin, il est déjà très très coûteux en carburant, donc quand on lui demande de prendre plus de carburant, il envoie très vite des signes de, non, là, ça va pas. Ce qui est difficile dans l'apprentissage, c'est de modifier les schémas qu'on a déjà en tête. Et du coup, le fait d'avoir plusieurs expositions à plusieurs moments de façon diversifiée permet plus d'apprendre qu'une seule exposition massée. Donc, on va aller chercher espacé, diversifié. On a deux types de mémoire à long terme. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, à force de mettre ces trois choses-là ensemble, et ben du coup, le cerveau va créer un seul chunk où il y a 2 et toutes les représentations du 2 dans le même chunk. Du coup, quand vous avez 2 qui vient en tête, vous avez beaucoup plus de choses qui viennent qu'un enfant qui est en train d'apprendre à compter. Et après, vous avez 2, ça place dans la 1, 2, 3, 4, etc. Donc, au fur et à mesure, on fait grossir ces choses-là. Et donc, nous, notre but en tant qu'enseignant, c'est de faire grossir ces choses-là. Il y a 2 mémoires à long terme. Il y en a plusieurs, il y en a 3. Il y a la mémoire épisodique. C'est la mémoire autobiographique de qu'est-ce que vous avez mangé hier soir. Il y a la mémoire sémantique, que je vais appeler la mémoire des savoirs. Et donc là, l'ancrage, en fait, c'est de la mémorisation. Le but, c'est de mettre en mémoire déclarative. D'accord? C'est là où il va y avoir les concepts, le vocabulaire, beaucoup de vocabulaire. Et enfin, il y a les savoir-faire dans la mémoire procédurale. Question Jonathan. Les savoir-faire sont dans la mémoire procédurale. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est pas de la mémorisation, c'est de l'automatisation. Donc si je parle le langage scolaire, les savoirs, je vais vouloir les mettre là. Donc ça va être les cours. Et les savoir-faire, c'est les exercices. Donc les cours, ce qu'on demande à un élève pour connaître son cours et ce qu'on demande à un élève pour résoudre des exercices, c'est pas stocké dans la même mémoire. Donc ça se travaille pas exactement de la même façon. On le sait, si je fais le cours, ils vont pas savoir forcément faire les exercices. On a automatisé et l'automatisation permet de faire, je vais vous apporter un nouveau vocabulaire encore. Cette automatisation nous permet de faire ce qu'on appelle la réduction cognitive. À force d'apprendre à conduire, tu as un seul chunk, feu rouge, dans lequel tu as tout. Et c'est pour ça que si vous avez que 3 cases, par exemple, que vous apprenez à conduire, au début, c'est compliqué. Parce que vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, et puis le reste, il y a juste plus de place. Ça tient pas sur la table, ça tombe. Donc, c'est ce qu'on peut faire des fois avec les élèves, c'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Donc, il faut mettre plus de choses par case pour que ça rentre. Donc, tout notre but en tant qu'enseignant, c'est de lutter contre la surcharge cognitive en faisant cette réduction, soit en faisant de la mémorisation, soit en faisant de l'automatisation. Et après, si on veut que les élèves soient capables de faire une tâche complexe, parce que c'est notre but, il faut qu'ils aient suffisamment de place sur leur table pour mettre leur chunk de cours et ce qui vient de l'énoncé. S'ils connaissent pas suffisamment leur cours, ils vont pas être capables, ça va plus y avoir de place pour l'énoncer. S'ils n'ont pas vu de contexte suffisamment différent, ils vont pas savoir où focaliser leur attention sur l'énoncé et ils vont remplir leur table avec des données complètement pas pertinentes sur leur table. Et donc il est là l'équilibre dont parlait Myrna. Quel équilibre entre à la fois aller chercher un peu les tâches complexes, des choses comme ça, et l'automatisation. Dernière chose. La taille la porosité là, et ça c'est hyper difficile, dépend de ce qu'il y a déjà en mémoire à long terme. Donc ceux qui ont un profil scientifique voient toujours tout de suite l'exponentielle qui se focalise derrière. Ce que je vais avoir dépend de ce que j'ai à un instant T. Oui, ça diverge. Ceux qui l'ont pas. Ça veut dire qu'au départ, les élèves, ils ont 10 choses en mémoire, parce qu'ils naissent avec 10 proto-choses. Les nouveau-nés naissent avec des proto-choses. Et ça veut dire que il y en a un où c'est un peu plus poreux, donc au bout d'un moment, il y a un enfant, il en aura 100, et un enfant, il en aura 200. Et ben à partir de cela, celui qui en a 100, à chaque fois que je lui fais un cours, il pourra gagner un dixième. À chaque fois que je lui fais un cours, il va pouvoir retenir 10 choses.
Mais celui qui en a 200, à chaque fois que je lui fais un cours, il va pouvoir en tenir 20. Donc, plus les élèves sont bons, plus ils ont des choses en mémoire à long terme, plus ils sont capables de retenir de nouvelles choses. Donc, nos élèves bons deviennent de meilleurs en meilleurs. Les élèves pas très bons, ils deviennent aussi de meilleurs en meilleurs. Ils en retiennent, mais ils en retiennent moins. Et du coup, au fur et à mesure, comme ils en retiennent moins, l'écart se creuse. Et du coup, l'élève va dire, ah ben moi je suis intelligent, moi je suis pas intelligent. C'est pas une question d'intelligence, c'est une question de taille des chunks et de taille de ce qui est à mémoire à long terme. Souvent, les élèves forts, comme cette paroi, elle est très ouverte parce qu'ils ont plein de choses là, du coup, ils arrivent à faire l'ancrage tout seul, etc. Et il y a deux problèmes sur les élèves en difficulté. Le premier, c'est que la mémoire, ben là, comme il n'y a pas grand-chose là, la mémoire, elle est très étanche, en fait, puisque pour pouvoir rentrer là, on s'ancre à des choses qu'on connaît déjà. Donc, comme ils connaissent moins de choses, ben, ils peuvent s'ancrer. Donc, il faut que ce soit encore plus explicite. La deuxième chose, c'est que souvent, on a tendance à perdre ses élèves. Correction de copie. Je vais mettre beaucoup plus d'informations sur une copie d'un élève faible que d'une copie d'un élève fort. Or, l'élève fort, il est capable de prendre plus d'informations que l'élève faible. Donc, ça devrait être l'inverse. Plus votre élève, il est en difficulté, moins il faut lui dire de choses. Vous voyez le côté un peu contre-intuitif. Il faut que, à force de mettre les choses ensemble sur la table, le cerveau, il dit, attends, mais à chaque fois que j'ai ça aussi, je vais pas me prendre toutes ces cases, je vais les mettre ensemble. Mais si tu changes trop souvent le contexte, le cerveau, il va pas, si par exemple, tu mets déjà 7 choses différentes, sur une table, il y en a 3, le cerveau, il va prendre 3 fois là, puis 3, et du coup, il va pas voir que c'est toujours les mêmes choses. Donc, c'est important de faire des choses très répétitives, des rituels, pour que le cerveau des élèves en difficulté voit que c'est toujours la même chose. Et après, là, on va pouvoir créer un cercle vertueux, notamment, je pense, c'est que une fois que le cerveau, il arrive à repérer des trucs qu'il a déjà vus, il envoie un petit peu de dopamine. Hey, j'ai repéré ça! Et du coup, là, on arrive sur le plaisir intrinsèque de l'apprentissage. Donc, je vous donne des concepts, je vous donne des mots. Normalement, vous n'êtes pas en train de découvrir, mais ça vous permet d'avoir ce cadre. Ça permet justement d'aller voir, ok, qu'est-ce que je veux mettre en place? Est-ce que c'est un savoir? Est-ce que c'est un savoir-faire? Il n'y a pas de neurones des compétences. Qu'est-ce que c'est que les compétences, etc., etc. Ça vous donne un cadre qui vous permet d'être plus structuré pour créer les rituels, etc., etc. L'apprentissage, ça marche comme ça. Si t'es pas impliqué, tu vas pas faire rentrer sur ta table ce qu'il faut. Il faut, ouais, voilà. En fait, c'est à la fois, faut que ça rentre, et plus c'est longtemps sur la table, plus ça rentre en mémoire à long terme. Donc, si je suis concentrée sur ce que je fais, ça va rester longtemps sur la table. Et du coup, ça a plus de chances de rentrer. Si je papillonne, que j'ouvre mon iPad, que je suis là en train de parler, ça va faire du on-off. Le balai, il va passer, il va l'enlever. Et du coup, le cerveau n'a aucun moyen de voir à ce truc-là. C'est important, c'est souvent là. Faut que je le mette. Première chose, un temps limité. Deuxième chose, il faut que ton cours magistral, il soit pas trop... Il faut que le niveau... il faut qu'il n'y ait pas trop de choses, sinon ça tombe. Donc, c'est typiquement, on le voit, hein, si aujourd'hui, là, je vous fais un cours sur le champ magnétique, c'est l'exemple que je garde depuis le début, je pense que Jonathan va suivre, parce qu'il y a des gros chunks, tu vois. Quand je lui parle des lois de Maxwell, il voit très bien. Ça se trouve même, il a un seul chunk pour les 4 lois de Maxwell. Moi, j'en ai encore 4. Hein. Mais vous, il faut d'abord, vous avez un chunk pour qu'est-ce que c'est qu'un, enfin, vous n'avez même pas un chunk, vous avez le move vecteur, vous savez pas ce que c'est, et du coup, votre table, elle va juste, c'est juste pas possible que vous suiviez le cours, vous voyez, parce que en fait, c'est pas que vous êtes pas intelligent, c'est juste que bah sur vos chunks sont trop petits et que du coup, ça tient pas sur la table. D'accord? Donc il n'y a pas de notion de, enfin voilà, c'est ça l'intelligence, c'est la taille des choses que je peux mettre sur la table, etc. Donc il y a la taille, le nombre de cases, on peut pas jouer dessus, et la taille des chunks, on peut jouer dessus.